Dans les années 1920 en Allemagne, un jeune écrivain brillant et féru d'entomologie s'en prend à la démocratie de la République de Weimar. Ce faisant, Ernst Junger a-t-il contribué à ouvrir la voie au nazisme? Pourquoi lit-on encore cet auteur aujourd'hui? Ou plutôt, pourquoi le lit-on à nouveau? Junger reste pour moi l'un des grands témoins du XXe siècle. Notre rapport étrange à Junger vient de notre rapport étrange à notre propre histoire. Si les idéologues le rejettent, c'est parce qu'ils ne le comprennent pas, ou qu'ils le comprennent mal. Ernst Junger meurt en 1998 à l'âge de 102 ans. Aujourd'hui, un vaste fonds comprenant ses manuscrits et sa bibliothèque est conservé aux archives littéraires allemandes de Marbach. De la vie générale, l'écrivain est l'un des plus grands stylistes de la littérature allemande. Mais beaucoup voient aussi en lui une figure funeste de l'histoire intellectuelle du pays. On voit bien comment sa critique du libéralisme et de l'humanisme peut fasciner ceux qui souhaitent la fin de la démocratie et du libéralisme. Si vous prenez aujourd'hui le mouvement identitaire, cette organisation très martiale de la nouvelle droite, il utilise le portrait d'Ernst Junger dans sa communication. Si on ne lit que des gens avec lesquels on est d'accord, on n'apprend rien. Mais il faut lire des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, comme Spengler ou Junger, pour pouvoir leur donner tort. Généralement, on préfère renier Junger, parce qu'il est risqué de se réclamer de lui. S'intéresser à Junger, c'est aussi se confronter à l'histoire allemande et à ses tréfonds, à ce qu'elle a de plus sombre. La manière avec laquelle chacun se positionne et tire ses conclusions nous dit aussi quelque chose de l'époque troublée qui est la nôtre. On colle aujourd'hui toutes sortes d'étiquettes à Junger. Celle d'un homme qui glorifiait la guerre, d'un belliciste qui exaltait la violence, d'un nationaliste, d'un détracteur de la démocratie ou d'un antidémocrate, d'un dandy, et j'en passe. Je crois toutefois qu'il faut faire abstraction des préjugés et se pencher sur l'œuvre proprement dite de Junger. On se rend compte alors qu'on est face à un témoin de son époque à la réflexion extrêmement poussée et intéressante. C'est à Wilflingen, un village du sud-ouest de l'Allemagne, que Ernst Junger s'installe en 1950 dans l'ancienne demeure du garde forestier des Stauffenberg. Retiré de la vie publique, il se consacre assidûment à l'étude de la nature et à l'écriture. Junger se trouve alors au mi-temps de sa vie et d'une œuvre indissociable des bouleversements tragiques de la première moitié du XXe siècle. Il est né en 1895 sous l'Empire allemand. Il était très imprégné de sa culture militariste. À la maison, son père était passionné d'histoire, au point d'organiser des reconstitutions de manœuvres et de batailles de la guerre de 1870. Dans le même temps, ce père chimiste de formation l'a incité à s'intéresser à la nature. Sa mère était une catholique du sud de l'Allemagne, une femme sensible et éprise de littérature. C'est d'elle que Junger tient son amour pour les lettres, et notamment sa connaissance de Goethe. Il paraît que sa mère connaissait par cœur certaines de ses œuvres et n'avait de cesse de les citer. Avec son frère Friedrich Georg, il passait beaucoup de temps dans les marais aux alentours de Rehburg, où se trouvait la maison familiale. Ensemble, ils attrapaient des insectes. C'est comme ça que Ernst Junger a commencé à se passionner pour eux et à les collectionner. La nature a occupé une grande place dans son enfance. Ce n'était pas un bon élève, même s'il lisait énormément. Et il était assez turbulent. Il est passé d'internat en internat,
ce qui a bien sûr compliqué son orientation. Meine mangelhaften Leistungen während des Unterrichtes beruhten auch darauf, dass ich oft ganze Nächte lang mich der Lektüre hingegeben habe. Il avait un caractère difficile et son père s'inquiétait beaucoup pour son avenir. Im Nachhinein bin ich doch der Meinung, dass ich damals durch eigene Kraft mehr gelernt habe, als mir die Lehrer vermitteln konnten. Dazu kam natürlich noch das, was der Vater bei Tisch erzählte, das auch viel substanzieller war als das, was man so offiziell in der Schule vermittelt bekam. À 18 ans, Ernst Jünger fugue et s'engage dans la Légion étrangère française. Envoyé en Algérie, il tente de déserter pour gagner le Maroc, mais en vain. Son père finit par le faire rapatrier en Allemagne avec l'aide du ministère des Affaires étrangères. Le jeune homme reprend le chemin du lycée et passe son bac. Mais il sait à présent qu'il possède les ressources nécessaires pour braver le danger. C'est pourquoi le début de la guerre en 1914 est une forme de libération pour lui. En tant que soldat, il vit enfin dans sa chair ces aventures qu'il connaît par les livres. Et il assouvit ce besoin d'évasion. Un besoin qu'il a taraudé tout au long de sa scolarité. C'est une expérience fondamentale dans son parcours. Ce qui l'attire dans la guerre, c'est la soif d'aventure, pas la politique. Il ne poursuit aucun objectif patriotique, ne combat ni pour le peuple, ni pour l'empereur, ni pour la patrie ou pour Dieu. Tout cela lui est étranger. Il veut vivre la guerre en tant qu'expérience. Plus tard, Ernst Jünger décrira son euphorie dans son premier ouvrage, Orage d'acier. Élevés dans une ère de sécurité, nous avions tous la nostalgie de l'inhabituel, du grand péril. La guerre nous avait donc saisis comme une ivresse. C'est sous une pluie de fleurs que nous étions partis, grisés de rose et de sang. Nul doute que la guerre ne nous offrit la grandeur, la force, la gravité. Elle nous apparaissait comme l'action virile, de joyeux combats de tirailleurs dans des prés, où le sang tombait en rosée sur les fleurs. Il s'est engagé. Il était curieux. Il voulait enfin vivre ce qu'il avait lu dans l'Iliade ou dans le Roland furieux. La guerre comme expérience intérieure, comme il l'écrira plus tard, l'éprouver dans sa chair. Il n'imaginait pas que le conflit allait virer à la guerre de tranchées et que celui-ci ferait des millions de morts. Que ce n'était pas l'agone, décrit par Homère, mais une boucherie dans laquelle le simple soldat trouvait la mort et n'était qu'un rouage insignifiant de la machine guerrière dirigée par l'état-major. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war ich 19 Jahre alt. Ich dachte mir damals, ich sollte aufzeichnen von den bedeutenden Dingen, die mir bevorstanden, so viel ich davon sehen und hören konnte. C'était dans les habitudes de l'époque. Quand on faisait quelque chose qui sortait de l'ordinaire, on emportait un carnet pour y noter ses réflexions. Il avait aussi l'intention de développer la veine littéraire qu'il sentait en lui. Ernst Jünger est un chroniqueur sourcilleux, soucieux de chaque détail qu'il consigne. Son style est certes descriptif, mais esthétisant. Il veut fixer l'immédiateté des choses à l'état brut. Les membres criblés de balles, les paysages ravagés, les morts et les visages défigurés. Il prend aussi des notes sur le déroulement des combats. Il représente la mort en cavalier de l'Apocalypse chevauchant un obus. En tout, il aura rempli ainsi 15 carnets. Les premières choses qu'il raconte, c'est un obus qui arrive dans un endroit où il se croit encore à l'abri et il voit les bouts de cervelle qui dégoulinent le long du montant de la porte. Mais là, il est très content parce qu'il dit ça. Enfin, il n'est pas tombé dans les pommes. Il dit j'ai supporté ça très bien. Parce qu'effectivement, il est conscient du fait que c'est le début et que ça va être pire ensuite.
Junger vit le conflit et ses massacres comme une mise à l'épreuve de ses propres limites et une explosion grisante. Il commence à comprendre que les soldats ne sont que de la chair à canon, alimentant une énorme machine de guerre. Par endroits, son ton se fait songeur. Après 11 mois au front, il note. Depuis longtemps déjà je suis à la guerre. J'en ai vu tomber plus d'un qui aurait bien mérité de vivre. À quoi riment tous ces meurtres? Encore et toujours plus de meurtres. Je crains qu'on ne détruise trop et que trop peu de choses subsistent pour qu'on puisse reconstruire. Pourtant, jamais il ne remet en question le principe de la guerre et l'on cherche en vain des considérations politiques dans ses carnets. Le jour de son 21e anniversaire, il écrit « En ce moment, la vie guerrière me donne un vrai plaisir. Ce jeu où l'on risque sans cesse la mort exerce une haute attirance. On vit pleinement. On conquiert la gloire et les honneurs. Et tout cela en risquant pour seul enjeu une misérable vie. » Das ist der Stahlhelm, den ich in der Tankschlacht von Cambrai getragen habe. Ich gab gerade nach hinten einen Befehl, drehte mich um und bekam einen Schuss von hinten, der den Kopf streifte und vorn wieder aus dem Stahlhelm herausgefahren ist. Daneben der Stahlhelm eines englischen Offiziers, der mich an der Westfront angegriffen hat. Er bekam einen Schuss durch den Kopf. Leider ist er gefallen. Ich habe das immer wieder bedauert. Ich habe hier noch seine Feldflasche hängen und andere Andenken. Ich kann bei Jünger keine Ethik entdecken. Je ne parviens pas à détecter une éthique chez Junger. L'éthique du guerrier ne permet pas de dégager un principe d'action universelle. Il écrit que l'objectif pour lequel on se bat n'a pas d'importance, que ce qui compte, c'est de combattre, parce que c'est cela qui définit le guerrier. Et il voit le guerrier comme une race à part, qui se démarque du gros des troupes qui n'ont pas choisi d'être là. Pour moi, oui, c'est profondément amoral. À la tête d'une unité d'assaut, Ernst Junger est dans son élément. Il échappe à la mort de justesse à plusieurs reprises. Sa bravoure lui vaut la croix pour le mérite, la plus prestigieuse distinction allemande. Les morts par millions et la violence destructrice qui l'entoure lui apparaissent de plus en plus comme un phénomène intemporel. Le soldat n'est là que pour accomplir sa mission, tuer, survivre, vaincre la peur, faire preuve d'honneur au combat. Il comprend vite que pour être un bon observateur, il ne sert à rien de passer son temps à donner des leçons de morale et à s'apitoyer sur son sort. Pour acquérir ce regard froid qui va devenir sa marque de fabrique, il lui faut mettre une distance entre lui-même et son objet, en l'occurrence les hommes. Il se base sur le front, mais sans aucune espèce de réflexion politique. Il ne s'intéresse pas du tout aux causes de la Première Guerre mondiale. Il est jeté dedans. Il a fait comme il peut la faire. Alors ensuite, il y a l'humiliation allemande du traité de Versailles. Et donc, il vient d'un nationalisme virulent. Die meisten, die eine solche Erfahrung gemacht La plupart de ceux qui ont vécu cette expérience en sont revenus gravement traumatisés, abîmés psychologiquement, voire complètement brisés. Lui, il a réussi à tirer de cette détresse une œuvre phénoménale. Il n'a pas pu faire autrement que de se blinder pour y arriver. L'œuvre éclectique d'Ernst Junger inspire depuis longtemps le monde artistique, et notamment Neo Rauch, l'un des plus grands peintres contemporains allemands. Il a directement influencé mon style de peinture.
Sa façon de scruter le monde de l'extérieur m'a inspiré toute une série d'œuvres. Au début des années 1990, je me suis laissé porter par les sonorités de sa langue, que j'ai traduites en tableaux. Ils se sont imposés à moi. Pendant que je lisais Junger, ils sont apparus d'eux-mêmes sur mes toiles. C'était un processus étrange, qui ne manque pas de me surprendre avec le recul. Mais ça s'est vraiment passé comme ça. Junger m'a ouvert des portes qui autrement me seraient restées fermées. Si je ne l'avais pas rencontré, ma peinture ne serait pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. En 1918, la guerre s'achève. Le bilan est terrifiant. Plus de 9 millions de vies perdues chez les militaires. Ernst Junger a survécu par miracle. On le sait aujourd'hui car les historiens ont beaucoup travaillé sur la question. La Première Guerre mondiale est la catastrophe originelle du XXe siècle. Je veux dire que beaucoup d'événements du siècle dernier découlent de ce conflit. Il fait converger deux facteurs. Le recul de la civilisation d'un côté et la modernité de l'autre, puisqu'il s'agit là de la première guerre pensée et menée avec l'appui de la technologie. Ernst Junger a décrit avec force ces deux éléments, avec d'une part le phénomène de la modernisation et de l'autre le constat d'échec du libéralisme bourgeois. C'est à la lumière de cette tension qu'il faut comprendre tout ce qu'il a fait par la suite. Le traité de Versailles impute l'entière responsabilité de la guerre à l'Allemagne et à ses alliés. Pour ce jeune homme de 22 ans, c'était difficile à surmonter, à tel point que des années plus tard, un incident intervient lors de l'inauguration de l'historial de la Grande Guerre à Péronne, où Junger avait été invité comme conférencier d'honneur. Des journalistes français lui demandent ce qu'il regrettait le plus à propos de la Première Guerre mondiale. Et il répond, à la consternation des Allemands qui l'accompagnaient, que nous l'ayons perdu. Man sollte aus der Niederlage die adäquaten Konsequenzen ziehen. Trotzdem stehe ich natürlich immer noch zu dem, was der Soldat im Ersten Weltkrieg geleistet hat. Wir wollten den Krieg gewinnen und das halte ich für die Pflicht des Soldaten. An anderes hatte er während des Krieges nicht zu denken. Au lendemain de la guerre, il traverse une période de grave crise. D'abord, il a des ennuis de santé. Il a pris une balle dans les poumons et il doit se soigner. Mais il traverse aussi une crise psychologique. Son père lui conseille d'écrire un livre sur la guerre, à partir de ses carnets. C'est peut-être ce qui le sauve et lui permet de surmonter la dépression. Dans son récit « Orage d'acier », Ernst Junger tente a posteriori de trouver un sens à la guerre. Cette citation est tirée de la 4e édition. Il faut savoir que la guerre de tranchées elle-même trouvait son paroxysme dans ces orgies. Tout comme elles ont obligé l'esprit humain à imaginer de nouveaux expédients plus faciles à mobiliser, elles ont fait émerger un type de combattant nouveau et différent. Sous les casques d'acier est apparu le visage d'une nouvelle race guerrière. Il est entré dans l'histoire et porte les stigmates tant du feu incandescent que de l'intimité glaciale avec la mort. Je vois dans l'esthétisation de l'expérience de la guerre à laquelle se livre Junger une forme de déni. Il n'est plus en mesure de mener une réflexion réellement critique sur ce qu'il a vécu. Il est obligé de sublimer son expérience dans le registre de l'inéluctable et de l'anthropologique, comme si le meurtre était inhérent à l'homme. Il évoque la volupté de tuer, il parle d'orgie, d'excès, de paroxysme, tout un champ lexical qui relève de la sexualité. D'ailleurs, ce parallèle vient de lui. C'est bien sûr une façon de composer avec ce qu'il a vécu, mais pas une façon de le dépasser, selon moi.
Cette tentative de décrire la guerre comme une expérience vitaliste, vécue de l'intérieur, est importante d'un point de vue littéraire. Mais en définitive, elle cherche aussi à légitimer la guerre aux yeux du lecteur. Et à ce titre, je la trouve douteuse. Orage d'acier a rencontré un certain succès. À cette époque, Junger se taille la réputation d'un homme de talent pour relater la guerre, mais aussi pour lui donner un sens. C'est ce qui lance sa carrière littéraire. Ernst Junger a été publié dans la Pléiade, le panthéon français de la littérature, un honneur réservé à une poignée d'auteurs allemands au XXe siècle. Ça en dit long sur sa place en France. On lui a reproché, enfin les gens qui le critiquaient, d'être resté froid, finalement, vis-à-vis des souffrances et des malheurs des soldats et de la peur qu'ils ont connue, qu'ils ont ressentie, etc. On ne peut plus trop le dire parce qu'il y a eu entre-temps la publication des carnets de guerre où on voit qu'il parle lui aussi, pardonnez-moi, de Scheißkrieg, etc. C'est donc pas seulement une espèce de magnification de la guerre chez lui. Je crois aussi que le modernisme de Junger vient d'une tradition non pas allemande, mais plutôt française. Ce style froid et cette façon désenchantée, figée et implacable de regarder le monde en le disséquant à la manière d'un naturaliste, lui viennent, je crois, de Baudelaire ou de Flaubert. C'est quelque chose que l'on trouvait déjà dans la littérature française. Il ne nous fait pas simplement vivre la guerre, c'est une expérience de lecture. Voilà pourquoi je dis qu'il tient cette volonté de modernité de la France. Cette froideur du style est un produit d'importation. Avec le succès d'Orage d'acier, Ernst Junger se découvre un réel potentiel littéraire. Il consacre des articles et des ouvrages à son expérience et à son analyse de la guerre. Dans ses œuvres de jeunesse qui décrivent les affrontements et les morts sur le champ de bataille, il critique la puissance destructrice de la technologie militaire, qui ne permet plus vraiment de mourir en héros au combat. Il épouse Greta von Jensen, et ils auront bientôt un premier fils ensemble. Ernst Junger entame des études de zoologie à Leipzig, mais décide assez rapidement de se consacrer à l'écriture. Dans les années 1920, Junger se trouve dans une phase de transition. C'est un militant revanchard. Il rêve d'une guerre qui permettrait de réparer l'injustice faite à l'Allemagne. Et il ne serait peut-être pas contre l'idée d'une dictature militaire. La République de Weimar a été une période de crise aiguë, suivie d'une ère criminelle. Les positions de Junger se situent entre les deux, mais certaines de ses déclarations nous heurtent aujourd'hui. Par exemple, dans le Bocteau 125, une œuvre qui date de 1925, on trouve sa fameuse phrase « Je hais la démocratie comme la peste ». Il l'a retirée par la suite, lors d'une révision de la première édition. Mais au départ, elle y figurait bien. À partir du milieu des années 1920, Junger exprime son mépris pour la démocratie dans une série d'articles aux accents nationalistes. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui encore une réputation de précurseur du nazisme. En 1925, il écrit « Le mouvement d'Hitler, que n'ont rejoint qu'une petite partie des soldats du front, recèle davantage de feu et de sang que n'a réussi à en susciter la soi-disant révolution pendant toutes ces années. » En 1923, Ernst Junger assiste à un discours d'Hitler à Munich. Il y était surtout question du traité de Versailles, de l'humiliation durable infligée à l'Allemagne et de la nécessité d'une forme de revanche. C'était une évidence pour Junger, qui avait vécu ce désastre en étant très jeune. Il se rejoignait donc sur ce point.
Mais au-delà de ça, les considérations politiques ne l'intéressaient pas. Quand Hitler, à la fin des années 1920, a commencé à employer de plus en plus souvent le terme d'extermination, Jünger s'est rendu compte que cet homme conduirait l'Allemagne à sa perte. Est-ce que Jünger a ouvert la voie aux nazis? C'est difficile à dire. Je dirais que c'est l'époque qui leur a ouvert la voie. Et que Jünger fait partie de ceux qui ont vraiment su capter l'esprit du temps. Les idées antidémocratiques, antilibérales, nationalistes et antisémites qu'on trouve dans ses écrits étaient beaucoup plus répandues qu'on ne veut bien l'admettre aujourd'hui. À Berlin, Jünger se trouve au cœur d'un cercle d'intellectuels qui, d'un côté, croient en la capacité de production nationale, mais de l'autre, aspirent à une forme de collectivisme, voire de communisme. Ils estiment que le libéralisme et le capitalisme ont fait leur temps et ne permettront pas de remédier aux futurs problèmes mondiaux. Il était sans aucun doute dans la mouvance de cette culture bohème. Il entretenait des liens avec ces gens, au-delà des appartenances politiques. Je crois que ça faisait partie de l'image qu'il voulait renvoyer, celle d'un dandy épicurien. Tout ce petit monde était souvent invité chez l'éditeur Rowohlt. Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Joseph Goebbels, Arnold Braunen et Ernst Jünger, tous ensemble. Les écrits d'Ernst Jünger datant de la République de Weimar sont sans aucun doute empreints d'antisémitisme. Qu'en était-il de l'auteur ? Ernst Jünger a pris des positions clairement antisémites dans ses textes. C'est pourquoi je le considère lui-même comme un antisémite. Mais on parle d'un antisémitisme différent de celui de Hitler, par exemple. Il faut dire que le concept même d'antisémitisme était très large. En 1930, la revue munichoise Süddeutsche Monatshefte publie un cahier spécial consacré à ce que l'on nomme alors la question juive, et commande à cette occasion un article à Ernst Jünger. Il est à l'époque le fer de lance du nationalisme radical. Ernst Jünger était très nettement anti-bourgeois. Pendant un temps, au moment où il a écrit cet article, il voyait les Juifs comme l'ennemi naturel. Pas parce qu'ils étaient juifs dans l'acceptation de race, mais parce qu'ils soutenaient l'establishment libéral, le patronat, etc. Jünger n'adhérait pas, ni en privé ni dans ses écrits, à l'antisémitisme, compris comme le rejet d'un type humain au nom de la biologie des races. Pour lui, il va de soi que les Juifs ont le droit de vivre selon leurs us et coutumes et de pratiquer leur foi. C'est une évidence à ses yeux, qui vient tout bonnement de son amour pour la nature et pour sa diversité. Rien ne doit manquer dans la nature. Tout a sa légitimité et sa place. Et il en va de même dans les sociétés humaines. Ça ne fait aucun doute. Comme tous les antisémites, il voit une convergence étroite entre judaïsme et libéralisme. Il décrit les Juifs assimilés comme des maîtres de la dissimulation, encore un stéréotype classique. Il emploie exactement les mêmes termes que ses contemporains antisémites. La seule différence, c'est qu'il reconnaît aux Juifs la légitimité d'exister, du moment qu'ils se conforment à la définition que lui-même en donne, c'est-à-dire, grosso modo, un Juif orthodoxe du shtetl. C'est en cela qu'il se démarque tout de même nettement de l'antisémitisme d'extermination prôné par les nazis. Mais à ses yeux, ils doivent vivre comme des Juifs. Il ne faut pas qu'ils cachent leur judéité, qu'ils s'assimilent et qu'ils fassent comme s'ils n'étaient pas juifs. Ils doivent montrer ce qu'ils sont au grand jour, y compris dans leur apparence. Vu d'aujourd'hui, je dirais que cet article est antisémite.
Si l'on prend l'antisémitisme dans son sens bourgeois, qui ne réclame pas l'extermination des Juifs, mais qui stigmatise le fait d'être juif et d'appartenir à la communauté juive, Junger a clairement flirté avec ces idées-là. Si j'étais d'extrême droite aujourd'hui, j'invoquerais sans doute ces idées. Voilà une figure qu'on n'assigne pas d'emblée à l'extrême droite, mais qui ne manque pas une occasion de dire qu'il faut remettre certains débats sur le tapis. Et Junger sert ce discours à la perfection. Parallèlement à sa production politique, Junger écrit Le cœur aventureux, l'une des premières œuvres surréalistes allemandes. Elle marque chez lui une évolution du romancier de guerre vers l'homme de lettres. À la fin des années 1920, Junger prend de plus en plus ses distances vis-à-vis des nazis. S'il s'est éloigné d'eux, c'est parce que, comme d'autres, il critiquait le NSDAP du point de vue de la droite. Il le soupçonnait de céder aux sirènes du parlementarisme. Sa prise de distance n'allait pas dans le sens de la démocratie. Il combattait cette notion, tout comme celle de république. Cette façon d'aller au Parlement pour y jouer un rôle de façade, d'y entrer pour participer à son fonctionnement et le vider de son sens, allait complètement à l'encontre de la rectitude et de la probité de Junger. Il s'en tenait à l'idée qu'il fallait changer la donne par un mouvement révolutionnaire, grâce à une convergence des esprits si puissante qu'elle finirait par triompher politiquement. Junger se détourne de la pensée nationaliste. En 1932, il publie un essai d'analyse critique sur son époque, Le Travailleur, un manifeste pour un monde nouveau. Il plaide pour un État mondial, dirigé par une élite, à l'organisation militaire et collectiviste. Dans les cercles du parti nazi, il se dit désormais que Junger se rapproche de la zone des balles dans la tête. Puis les nazis arrivent au pouvoir, et Junger fait une croix sur la politique. À ses yeux, ce sont les mauvaises personnes qui sont au pouvoir. Des gens qui incarnent les théories racialistes et le patriotisme ethnique, un stade qu'il a dépassé depuis longtemps. Lui, il voit plutôt dans le personnage du travailleur un phénomène planétaire. 1933 marque donc la fin de sa phase militante. Les nazis tentent encore de rallier Ernst Junger à leur cause. Mais il s'y refuse, ce qui lui vaut une perquisition de la Gestapo à son domicile. Cherchant à s'éloigner de Berlin, il part s'installer avec sa famille d'abord à Goslar, puis plus tard au bord du lac de Constance. Durant la période qui s'ouvre après 1933, Ernst Junger cherche d'abord à asseoir sa position d'auteur et à voyager. Il fait un long périple au Brésil et tire de son journal un beau récit intitulé « Voyage atlantique ». Il se rend aussi fréquemment en Sardaigne et en Méditerranée. C'est un passionné d'îles. Il veut toutes les visiter parce qu'il a le sentiment qu'elles échappent un peu à l'emprise des États. Il met aussi ses voyages à profit pour étudier l'évolution de la nature sur ces îles à mesure que la civilisation s'y développe, pour prêter attention aux espèces d'insectes qui disparaissent quand l'homme transforme le paysage en amenant l'électricité et en construisant des routes et des hôtels. Au fond, il devient un témoin de la détérioration de la nature. L'entomologie, l'étude et la collection des insectes, devient une passion qui l'habitera toute sa vie. Einen Teil der Sammlungen habe ich schon aus Platzgründen hier auf dem Korridor untergebracht. Auf dieser Seite 2 Schränke mit 108 Kästen. Darin dürften sich ungefähr 25.000 bis 30.000 Spezies aufhalten. Avec son frère Friedrich Georg, Ernst Junger devient dans les années 1930 l'un des premiers grands auteurs de la pensée écologique. Il découvre de nouvelles espèces d'insectes, dont certaines portent même son nom.
Dies hier ist eine Cicindela. Sie sind große Räuber. Es ist also ein Zwischending zwischen sehr scharfer Beobachtung und Beutemachen, das mir in Bezug auf den eigenen Charakter sehr liegt. Junger aurait voulu être un insecte. Il rêvait de dépasser sa condition et il possédait l'inventivité nécessaire pour s'imaginer être un autre. Ça montre qu'il était dans une fuite perpétuelle de lui-même, pour échapper à sa propre complexité et à ses déchirements personnels. Son ego est au centre de toutes ses productions, de ses romans. Il est toujours quelque part dans ses romans, il se met en scène lui-même, sa propre problématique. Mais même là où il paraît le plus objectif et le plus observateur, c'est un grand observateur. Mais en observant, Junger s'observe toujours lui-même. Il pose toujours des questions sur sa façon de ressentir les choses, de voir les choses. Ce qui me semble essentiel, c'est que d'une part, Ernst Junger observe les phénomènes de son époque comme il le ferait avec un télescope, mais en s'élevant très haut au-dessus de l'humanité, à la façon d'un oiseau de proie. Et il décrit ces mêmes phénomènes plus qu'il ne les juge. D'autre part, il adopte un point de vue microcosmique quand il s'intéresse aux merveilles de la nature. Il parle des insectes avec une estime bien plus haute que celle qu'il a pour les hommes, car ces insectes sont mieux organisés, dans le cas des colonies d'abeilles ou de termites par exemple, alors que l'ordre humain est chaotique et mène toujours au fiasco parce que l'homme possède la liberté de se tromper. Ces insectes, eux, font toujours les bons choix, avec un instinct extraordinaire. Et de ce fait, les abeilles et les termites s'en sortent souvent mieux que les hommes. Junger conserve une distance critique vis-à-vis du parti nazi. Malgré cela, ses écrits de guerre continuent d'être publiés à grand tirage sous le Troisième Reich et assurent sa subsistance. En 1939, paraît Sur les falaises de marbre, un roman qui est interprété comme une œuvre de résistance au totalitarisme. Goebbels veut faire arrêter l'auteur. C'est Hitler en personne qui aurait intercédé en sa faveur. Comme pour capturer en une image saisissante les atrocités du régime nazi, Junger évoque dans Sur les falaises de marbre un atelier d'équarrissage humain particulièrement sinistre. Junger est catastrophé par l'arrivée au pouvoir des nazis. En même temps, il ne décide pas de s'engager dans une résistance active. On peut être parfois un petit peu, agacé par la façon dont les héros de Sur les falaises de marbre pensent qu'ils vont pouvoir résister par la seule puissance de l'esprit. En 1939, Junger est à nouveau mobilisé. Capitaine d'infanterie, il prend part à l'invasion de la France, mais sa compagnie se contente de suivre les troupes allemandes victorieuses sans participer au combat. Junger n'a pas été surpris de voir éclater la Seconde Guerre mondiale. Il savait que le régime nazi se lancerait tôt ou tard dans ce conflit. Bien entendu, il n'avait pas anticipé la tournure qu'il prendrait avec la campagne de Russie et son élargissement à l'échelle mondiale. Mais il jugeait cette guerre nécessaire et il l'acceptait en tant que telle. C'était une revanche sur la France qui avait imposé à l'Allemagne ce traité draconien. Dans le même temps, il s'est intéressé de beaucoup plus près à la destruction des paysages, des hommes, des maisons et des églises que pendant la Première Guerre mondiale. Ernst Junger passe 3 ans à Paris pendant l'occupation. Détaché auprès de l'état-major parisien allemand, il assure la gestion de divers dossiers et est affecté à la censure du courrier militaire. À son arrivée à Paris, c'est une star du milieu littéraire, dotée d'un haut potentiel mondain. Les gens avaient lu Sur les falaises de marbre, qu'on voyait volontiers comme un roman de résistance. En homme de culture, il a profité de toutes les possibilités que lui offrait Paris. Il voyait Picasso et Braque, Paul Léotot et Marcel Jouandeau.
et fréquentait tout un groupe d'écrivains et d'artistes. Ensemble, ils s'entretenaient de la guerre, de l'amitié culturelle passée entre l'Allemagne et la France, et de sa possible reconstruction après la guerre. Dans ses carnets, Junger consigne ses incursions chez les antiquaires et bouquinistes parisiens, ainsi que dans le milieu artistique. Des récits esthétisants, bien éloignés de la réalité. Son journal de guerre, publié à la fin des années 1940, connaîtra un grand succès. Mais on lui reprochera aussi d'avoir profité de la vie parisienne en dilettante, insensible et aveugle aux souffrances de la population. À la date du 27 mai 1944, on peut lire « Alerte, passage d'avion. Du toit du Raphaël, j'ai vu par 2 fois, en direction de Saint-Germain, s'élever d'énormes nuages à la suite d'explosions, tandis que des flottes aériennes s'éloignaient à grande hauteur. La seconde fois, tandis que le soleil se couchait, je tenais à la main un verre de Bourgogne où flottaient des fraises. La ville, avec ses tours et ses coupoles rougies par le couchant, s'étendait dans sa beauté puissante, tel un calice de fleurs, survolé en vue d'une fécondation mortelle. » Cette description, et les nombreuses autres que l'on trouve dans son journal parisien, est dénuée de pitié et témoigne de son anti-humanisme et de son inhumanité. On ne peut pas le dire autrement. Je trouve ça vraiment monstrueux. Que des hommes souffrent sous les bombes, il le sait et il le suggère. Il en a conscience et il le note, mais son regard se porte ailleurs. Est-ce que ces scènes de guerre dans ces livres de guerre, est-ce que c'est une façon, justement, de maîtriser sa propre affectivité, de sa propre sensibilité? Grand point d'interrogation. Grand point d'interrogation, je ne peux pas répondre. À Paris, il est en contact avec la résistance allemande, dans l'entourage du général Stülpnagel, l'un des instigateurs de l'attentat contre Hitler du 20 juillet 1944. Bien que dans la confidence, Junger n'est pas impliqué dans le complot. Il rédige un essai, La paix, dans lequel il imagine le monde après la chute du Führer et en appelle à la jeunesse pour fonder une Europe sans État-nation. Si la Gestapo ou la SS avaient eu connaissance de cet essai, ça aurait valu à Junger de sévères représailles. Il se trouvait déjà dans la ligne de mire des nazis. Certains, comme Goebbels, n'attendaient qu'une occasion, celle de l'humilier, voire de l'éliminer. Fin 1942, Ernst Junger est envoyé quelques semaines sur le front de l'Est, dans le Caucase. Là-bas, il est entré en contact avec des généraux et des officiers haut gradés qui lui ont décrit les exécutions de Juifs sur le front de l'Est. Il était donc au courant de ce qui se passait. Il ne savait pas tout dans le détail. Ça n'est que plus tard qu'on a appris ce qui s'y était vraiment passé. Mais il savait qu'on tuait à grande échelle et que les Juifs étaient exécutés en masse. Dans ses notes, Junger laisse entendre qu'on lui a proposé de participer à une opération de liquidation ou encore de visiter un camp d'extermination. Il décline et écrit « Je suis alors pris de dégoût à la vue des uniformes, des épaulettes, des décorations, des armes, chose dont j'ai tant aimé l'éclat. » Angesichts dessen finde ich es auch eigentlich unverzeihlich. Ce que je trouve rédhibitoire, c'est qu'il ait persisté dans cette attitude esthétique et amorale de dandy face à l'occupation allemande en France. C'est sans doute le revers sombre de cette espèce d'existentialisme cool qu'il voulait arborer. La fin de la Seconde Guerre mondiale est un désastre absolu, politiquement, historiquement, éthiquement et moralement. Et à ce moment-là, Junger ne voit pas comment il va le surmonter. Refusant de signer le questionnaire de dénazification imposé aux Allemands, Junger nie aux Alliés le droit de le juger, ce qui lui vaut d'être interdit de publication par le gouvernement militaire de la zone d'occupation britannique. Il se voit comme une victime,
l'objet d'une méprise. Dans le même temps, il aspire à la création d'un ordre pacifique, mais qui ne peut fonctionner à ses yeux que si on rend aux Allemands leur liberté. Il occulte complètement le fait que la Wehrmacht a elle aussi été au cœur de la machine d'extermination. C'est elle qui a conquis les territoires où ont été massacrés les Juifs. Elle qui a sécurisé ces espaces et apporté son soutien logistique. Sans les victoires de la Wehrmacht, la Shoah n'aurait pas été possible. Tout cela a été totalement passé sous silence. Pas seulement chez Junger, mais dans tous les débats de l'après-guerre, et jusque dans l'extrême droite aujourd'hui. On entretient encore le mythe d'une armée régulière allemande irréprochable, à l'opposé de la clique criminelle des nazis. Mais cette séparation n'a pas lieu d'être. En 1949, l'interdiction de publication est levée. Dans son journal, Ernst Junger adresse à ses critiques quelques piques dans son style aristocratique inimitable. Le tremblement de terre passé, on s'en prend au sismographe. On ne peut pourtant pas faire expier les typhons au baromètre, si l'on tient à se distinguer des primitifs. Par endroits, il laisse cependant transparaître son horreur devant l'ampleur des crimes nazis. Avec un autre dirigeant, on n'en serait pas arrivé non plus à ces atrocités envers les Juifs qui soulèvent contre nous l'univers entier. Junger se retire à Wilflingen. Il entre dans une phase extrêmement prolifique, écrit des livres, goûte à la consommation de divers psychotropes, collectionne les insectes et entretient une abondante correspondance avec les intellectuels, politiciens et artistes de son temps. Dass so zum Mythos wurde in der Nachkriegszeit lag auch daran, s'il est à ce point devenu un mythe dans l'après-guerre, c'est aussi parce que c'était un homme qui incarnait la pensée conservatrice allemande, sans s'être grossièrement compromis avec le nazisme pour autant. Dans l'histoire allemande, les principaux instigateurs de cette autocritique radicale de la modernité n'ont jamais renié leurs propres écrits par la suite. Pas plus Junger que Heidegger. Et Junger n'a pas réussi à se réconcilier avec cette République fédérale démocratique. Il s'est pratiquement retiré dans une forme d'exil intérieur, alors même que le pays qu'il fuyait continuait à le solliciter. Je crois que ça en dit long sur l'âme allemande. Mais ce n'est pas Junger qui nous apprend cela, c'est la façon dont il a été traité qui est révélatrice. Après la mort de sa première épouse Greta, Junger épouse en 1962 la germaniste Lieselotte Laurer. Il continuera d'écrire inlassablement jusqu'à sa mort en 1998. Il y a quand même dans son parcours, au fond, beaucoup de conformisme, malgré toutes ces attitudes héroïques, aristocratiques qu'il aime prendre, quoi. Ou alors toutes ces aventures très bien contrôlées de consommation de drogue, etc. Hein? C'est quelqu'un qui se contrôle et qui contrôle bien sa vie et qui finalement trouve une sorte de jouissance de la vie. Au fond, peut-être là, il pourrait nous apprendre encore quelque chose, même si ça n'est pas toujours glorieux, à mon sens. Hein. Lors d'un discours prononcé à Verdun en 1979, il qualifie d'erreur consternante l'enthousiasme suscité par la Première Guerre mondiale. Ernst Junger ne réagira jamais aux critiques adressées à ses écrits. De son vivant, il se refuse à toute récupération de son œuvre et assume les malentendus qu'elle suscite. Dès 1934, il écrivait « Se commenter soi-même, c'est s'abaisser ». Politiquement, il défend des positions que je ne peux pas ou que je ne veux pas cautionner. Mais il y a des trésors incroyables dans son œuvre. Il a écrit un jour qu'il fallait s'attacher aux grands caractères humains, au-delà des divisions partisanes, dans le bien comme dans le mal. Car dans tous les camps, on trouve des querelleurs, des fouineurs et des redresseurs de tort. Mais il y a aussi partout de grands esprits et des caractères nobles. Et c'est à eux qu'il faut s'intéresser. Voilà ce que je retiens de sa lecture. Le monde doit être abordé par le centre. Junger était partisan du tout en même temps, et non pas du soit l'un, soit l'autre.
Faut-il séparer la veine littéraire de Junger de ses écrits de jeunesse plus politiques? La question continue de diviser. Il est vrai que ces textes antidémocratiques et nationalistes des années 1920 connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt en Allemagne, du moins dans les milieux intellectuels conservateurs, et notamment d'extrême droite. Les membres de cette nouvelle droite se voient eux-mêmes en aristocrates. Ils cultivent une certaine attitude, un habitus et leur propre esthétique héroïque. Tout cela se trouve chez Junger. Ils peuvent piocher allègrement dans ses textes. Et ce n'est pas une lecture abusive, ces éléments y figurent bien. Ils reprennent Junger. Il conserve une place importante en tant que témoin intellectuel et observateur qui examine son époque à la loupe, car l'œuvre de diariste qu'il laisse est incomparable. Je ne lui vois pas d'équivalent. Je ne crois pas qu'il restera dans l'histoire comme romancier. D'ailleurs, on a déjà un peu oublié ses romans, qui sont plutôt son point faible. Sa force, c'est le regard qu'il a porté sur son époque, en élaborant un commentaire permanent sur celle-ci.